deuxième capsule de la quatrième semaine. Je vais clore le chapitre 2 à l'intérieur de cette capsule. Donc, je ne consacrerai pas plus de temps à la théorie pour cette semaine. Mon objectif était, à ce stade de la session, de terminer le chapitre 2, ce que je vais réussir à faire avec cette dernière capsule. De sorte que, probablement, là, je vais vous le confirmer d'ici le début de la semaine, que le contenu du premier examen partiel, qui est prévu, je crois, le 2 mars, sera limité aux notions qu'on aura vues depuis le début de la session jusqu'à la fin de cette capsule-ci. Donc, l'introduction ainsi que le chapitre 2. Mais je vous confirmerai ça en temps et lieu là, à travers un milieu, parce que c'est encore loin, 2 mars, c'est à partir de cette date-ci, c'est dans un petit peu moins de 3 semaines. Donc, je verrai à ce moment-là, là, je vous écrirai le plus précisément dans les prochains jours, à savoir quel est exactement le contenu, qu'est-ce qui est à étudier, autrement dit, pour le premier examen en procédé de finition des métaux. Donc, je vais éclore le chapitre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, peut-être 30 minutes ou 40, je ne sais pas, pour terminer le chapitre en question, chapitre 2, où on s'intéresse bien entendu au procédé de plaquage électrolytique. Donc, formation des dépôts. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsqu'on dépose un métal quelconque sur une base métallique quelconque, les résultats sont variables. Donc, par exemple, il est généralement, par exemple, plus facile de plaquer du chrome sur de l'acier. L'adhérence, du moins, est plus facile à obtenir. À l'inverse, il y a d'autres métaux qui sont plus difficiles, pour lesquels c'est plus difficile d'obtenir une bonne adhérence. Parce que au départ, l'adhérence va dépendre de la capacité du métal déposé à assurer une continuité métallique sur le métal de base. Donc, lors d'apparition d'ions métalliques sur la cathode, ceux-ci cherchent à faire partie du réseau cristallin de la cathode, donc de la pièce à plaquer. Et là, à partir de là, il y a trois possibilités qui existent, trois situations qui vont faire en sorte de déterminer l'efficacité de l'adhérence, donc autrement dit, l'efficacité d'adhérer au réseau cristallin. Donc, soit que le métal de base, donc la pièce à plaquer, est le même que celui plaqué. Comme par exemple, si vous déposez un même métal sur une base métallique, c'est le cas où la situation où le dépôt, l'adhérence va être maximum. Donc, par exemple, si vous décidez de déposer du nickel sur du nickel, c'est certain que là, les deux métaux sont semblables et c'est surtout qu'ils vont partager le même réseau cubique à face centrée. Donc, le réseau cristallin, lorsque le métal déposé est le même que sur le métal de base, déjà là, on a de meilleures chances d'assurer une bonne adhérence. Donc, les cristaux vont en s'allongeant, premièrement, ça s'en va dans le sens de la direction de plaquage, les grains vont être dans le sens du dépôt et l'adhérence est complète. Donc, une continuité métallique qui est assurée. Deuxième possibilité, lorsque le métal de base n'est pas le même, mais il est peu différent. Là, on parle encore du réseau cristallin. Donc, par exemple, si vous déposez du nickel, cubique à face centrée, là, sur du fer, cubique centré, les deux métaux seront séparés par une région d'effort interne créée par le nickel. Donc, il va y avoir une couche sur laquelle il va y avoir une transition d'assurée entre les deux réseaux cristallins différents. Donc, l'adhérence est quand même bonne. Donc, c'est pas autant que deux métaux de réseau cristallin semblables, mais on peut prévenir ce manque d'adhérence en utilisant plusieurs couches de transition, par contre. Donc, des fois, là, on va le faire avec le plaquage sur l'aluminium dans la session, là, où on va faire 3 dépôts métalliques sur une pièce d'aluminium pour avoir une adhérence complète.
Donc, considérant que des métaux qui, qui s'adhèrent beaucoup mieux ensemble, si on veut au total déposer un métal qui s'adhère mal sur un métal de base, donc on va assurer une cohésion d'ensemble, donc une adhérence d'ensemble en évitant de déposer directement un métal sur un métal de base pour lequel on sait que l'adhérence va être très difficile à faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des couches de transition. Donc on commence par déposer un métal qui va bien s'adhérer sur le métal de base et qui va accepter et sur lequel on va déposer un autre métal qui va à son tour bien adhérer sur la première couche. Donc ça, on va le faire ça en plaquage de l'aluminium durant la session. L'autre possibilité, c'est que le métal de base est très différent, donc incompatibilité du métal plaqué sur la cathode. Puis pas uniquement en termes de réseau cristallin, mais selon d'autres caractéristiques. Donc, par exemple, le cuivre sur de l'aluminium, là, ben, le cuivre sur une pièce malpropre, c'est certain qu'on avait parlé que s'il y a de la graisse ou des saletés là, sur le métal de base, l'adhérence va être très faible. Mais aussi, il y a certains métaux qui adhèrent mal ensemble, même si la surface est propre, à cause, entre autres, de la différence de réseau cristallin. Là, je pense, je ne l'ai pas indiqué sur le PowerPoint, mais je pense entre autres du cuivre sur l'aluminium, même si les deux sont cubiques face centrée. Donc, dépendant des facteurs employés, température, densité de courant, pH, etc., on peut obtenir les dépôts désirés. Donc, type de dépôt. Autrement dit, il y a des fois qu'on veut avoir des dépôts lisses, le plus lisses possible, parce que on a des exigences au niveau esthétique, comme par exemple les pièces chromées. Mais il y a d'autres situations pour lesquelles on veut avoir la brillance n'est pas importante, puis on veut avoir par exemple des dépôts spongieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger les paramètres de la cellule, comme par exemple, on va augmenter la densité de courant, on va éviter l'utilisation de brillanteurs, d'agents brillanteurs, et on va donc plaquer à un rythme très élevé pour faire en sorte de intentionnellement faire un dépôt qui est pas compact, pas très dur et spongieux. Et quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça, vouloir faire ce genre de dépôt-là? Lorsqu'on veut rendre une pièce autolubrifiante, par exemple, lorsqu'on désire des membranes poreuses pour la lubrification. Donc, les petites porosités là, que l'on génère par un plaquage trop rapide en évitant des produits de brillantage, ben, vont servir de petites réserves d'huile pour assurer une certaine autolubrification. Donc, on va faire ça, entre autres, souvent dans les opérations de plaquage au chrome, où on va faire exprès de générer des petites microporosités dans le dépôt plaqué, de manière à ce que des systèmes comme par exemple les systèmes hydrauliques de pelle mécanique, pour lesquels la tige en acier, qui est le piston du système qui fait bouger le bras, il est chromé pour la résistance à l'usure, mais aussi, pas uniquement pour la résistance à l'usure, mais pour générer une surface auto-lubrifiante. Donc, pour que ça glisse bien dans la chambre de pression d'huile. Voilà. Donc, on peut aussi même exagérer sur le rythme de la production et faire des dépôts encore plus spongieux qui vont donner des dépôts en poudre. Donc, c'est la situation extrême des dépôts spongieux. Donc, les cristaux n'ont presque plus de cohésion et ils se détachent très facilement les uns des autres. Donc, c'est une façon de faire du métal en poudre. Donc, ça, c'était des variantes, autrement dit. Là, c'est pour juste les deux dernières diapos, c'était juste pour vous illustrer le fait qu'on peut jouer sur les paramètres du plaquage pour obtenir des dépôts, pas uniquement pour la résistance à la corrosion ou pour la résistance à l'usure, mais aussi pour d'autres intentions. Maintenant, on va aborder l'aspect contrôle de la qualité du plaquage. C'est d'autant plus intéressant pour vous parce que vous êtes en contrôle, vous êtes en option contrôle et non pas procédé.
Donc, il faut se rappeler, il faut garder à l'esprit que, bon, faire du plaquage, ça relève du domaine du procédé. On fait quelque chose, là, on utilise des procédés pour fabriquer une pièce. Là. La, 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 la partie finition fait partie de la fabrication d'une pièce. Ça n'a pas tout à fait à voir avec le contrôle de la qualité de la pièce, mais comme n'importe quel procédé, que ce soit pour les procédés de fonderie, procédés de mise en forme par déformation plastique, de soudage, ou encore ici en ce qui nous concerne, procédé de finition des métaux, ben il y a toujours une partie où on va vérifier ce qu'on a fait au niveau de la pièce fabriquée. Donc c'est vraiment ça le domaine du contrôle de la qualité. On utilise des outils et des techniques pour vérifier si la production ou la transformation effectuée au niveau de la pièce est conforme aux exigences. Donc, on le fait aussi pour, bien entendu, pour les dépôts en finition des métaux. Donc, contrôle de la qualité du plaquage, on doit toujours procéder à un nettoyage de la pièce avant et après les tests de corrosion ou autres. Donc, il existe des tests de corrosion, parce que très souvent, on va faire la finition des pièces pour protéger, pour augmenter la protection contre la corrosion. C'est entre autres le principal objectif, par exemple, de faire du plaquage au nickel sur l'acier ou du plaquage au zinc sur l'acier. Donc, ces différents tests effectués sur le plaquage ont pour but de prédire la résistance des pièces face à la corrosion. Donc, ces tests sont souvent faits en fonction des applications subséquentes. Donc, on a vu déjà avec dégradation l'an passé qu'il existait des méthodes pour mesurer la résistance ou avoir une idée de la résistance à la corrosion des pièces de fabrication. Mais ici, c'est aussi en termes de plaquage, là, on ne vérifie pas uniquement la résistance à la corrosion de l'ensemble de la pièce, on veut aussi vérifier l'adhérence. Donc, bien sûr, si un plaquage n'adhère pas à certains endroits, ben ça va enlever la résistance à la corrosion. Ce qui est moins grave pour le zinc, parce que c'est une protection anodique. Mais quand on parle du nickel et du chrome, ou c'est une protection par recouvrement complet, on ne veut pas qu'à aucun endroit qu'il y ait eu un décollement localisé du dépôt et exposer l'acier, par exemple, sur une petite partie face à un environnement corrodant. Parce qu'on a appris en dégradation que si le dépôt est cathodique par rapport à la pièce, c'est ce qui est le cas lorsque vous pensez à un dépôt de nickel ou de chrome sur le fer, ben, la partie exposée, où il y a eu un décollement, devient une petite anode avec une grande cathode qui est le reste du dépôt encore intact. Et là, vous allez avoir une corrosion très rapide, accélérée, de manière localisée. Ça, on veut vraiment pas ça. D'où l'importance de vérifier l'adhérence du plaquage. Donc, comment on peut faire ça, de vérifier l'adhérence d'un plaquage? On peut faire des tests d'immersion. Donc, ce qui consiste à immerger alternativement des pièces dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide. Et on fait ça plusieurs fois. Temps d'exposition dans chacun des deux milieux pendant 10 minutes. Et on le fait 4 à 5 fois. Donc, ça, c'est une façon de vérifier l'adhérence. Parce que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on fait des alternances de dilatation et de contraction du dépôt sur la pièce. Donc, ça met au défi l'adhérence. Il bouge de manière différente par rapport à la pièce de base, ce qui crée des contraintes. Et c'est une face sur le dépôt par rapport à la pièce de base, la variation de température. Et si la contrainte est suffisante, elle peut provoquer un décollement du dépôt. Donc, mauvaise adhérence ou non-adhérence du plaquage, on va tout simplement observer à la fin du test si il y a des endroits de manière visuelle, s'il y a eu du décollement. Ou des cloques qui peuvent se provoquer aussi, et des fissures qui peuvent apparaître aussi. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut détecter pour évaluer l'adhérence du dépôt. On peut faire aussi des jets de sel, selon la norme ASTM B11773. Donc, le but, c'est de vérifier la résistance à la corrosion des pièces. Donc, on nettoie les pièces après plaquage, suivant une procédure. Et puis, on les expose à des jets de sel. Donc, pièces utilisées avec plaquage ou sans plaquage. Enduite de peinture aussi. Donc, c'est un test de corrosion.
Et le sel utilisé, ben, c'est une solution, 5% de chlorure de sodium à une certaine température. Et puis bon, ben, on va exposer en jet de sel la pièce pendant plusieurs heures. Donc après le test, on effectue un nettoyage à l'eau chaude, on enlève l'eau salée à une température de 38 degrés C, puis on assèche comme il faut. Et puis là, on fait de l'observation. Il y a une autre norme qui s'applique pour vérifier la résistance à la corrosion des plaquages. Cette fois-ci, ça concerne les plaquages nickel-chrome, cuivre nickel-chrome. Donc, norme ASTM B380-65. Donc, au départ, il faut nettoyer les pièces avec de l'alcool ou de l'acétone ou encore un solvant. Et puis, on va exposer le dépôt, les pièces, dans une solution corrodante spécifiquement fabriquée. Donc, vous avez la recette ici. C'est un mélange, c'est une solution de nitrate de cuivre, de chlorure de fer et de chlorure d'ammonium dans l'eau. On va enduire les pièces du produit en question. On va sécher à la température de la pièce, puis introduire dans un bassin et un taux d'humidité variable de 80-90 degrés C à une température de 37 degrés C. Donc, autrement dit, on soumet la pièce à un environnement très corrodant avec le produit. Et puis, on laisse agir le produit pendant une vingtaine d'heures et on nettoie les pièces et on vérifie la qualité du dépôt. Si on revient au test d'adhérence, de plaquage, ben, il existe un test mécanique qui consiste à un test de pliage ou bend test en anglais. Donc, il s'agit de plier la pièce plaquée autour d'un mandrin, par exemple, ou plier tout simplement avec les mains ou avec un outil. Et on examine si le dépôt reste bien adhéré dans la zone de pli. Donc, puis on essaie même d'enlever la couche avec une fine lame de couteau pour voir si le dépôt décolle trop facilement. Il existe aussi le test de brunissage, qui est aussi un test pour vérifier l'adhérence du plaquage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte le dépôt avec une tige d'acier, avec une certaine rugosité, avec un bourron d'environ 6 mm. Et là, on frotte le dépôt et on essaie de faire décoller le dépôt par friction. Donc, si le dépôt se soulève facilement, ben, la pièce, normalement, elle est rejetée. Il existe aussi le test couteau-ciseau. Donc, on coupe la pièce avec la plaque. Bien entendu, ça s'applique pour les plaques minces parce qu'il faut couper avec un ciseau la plaque. Et puis là, on essaie de décoller avec une lame le dépôt sur le bord coupé. Donc, ça aussi, c'est un test qui est un petit peu plus rudimentaire, mais ça donne une bonne idée de la qualité de l'adhérence quand même. Il existe aussi un test de traitement thermique. Donc, consiste à chauffer, pour l'adhérence encore, on chauffe le spécimen dans un four, normalement à atmosphère protégée. Et puis, la température requise va dépendre du dépôt, comme par exemple les dépôts de cuivre, nickel, chrome, c'est à une température de 250 degrés C. Et si le métal de base ou celui plaqué est sensible à l'oxydation, bon, comme je l'ai dit tantôt, on va utiliser un four à atmosphère inerte ou réductrice pour protéger. Et au bout d'un certain temps, on retire la pièce et on la trempe dans l'eau à une température ambiante. Donc, s'il y a un décollement, floconnement ou pelage du dépôt, ben, le dépôt est insatisfaisant au niveau de l'adhérence. Il est aussi important d'avoir les moyens de mesurer l'épaisseur d'un plaquage. Et ça nous permet en même temps, en faisant des mesures d'épaisseur à différents endroits sur une même pièce plaquée, on a aussi en même temps une bonne idée du pouvoir couvrant, autrement dit de l'uniformité du dépôt. C'est l'une des spécifications les plus importantes, surtout au niveau du plaquage au zinc, pour lequel la durée de vie de la pièce va dépendre directement de l'épaisseur du dépôt, parce que le zinc s'oxyde avec le temps, ce qu'on veut finalement, parce qu'il va protéger de la corrosion par anode sacrificielle. Donc si on veut assurer une certaine durée de vie, il faut assurer une certaine épaisseur du dépôt de zinc. Donc il faut disposer de moyens pour le mesurer après le procédé de plaquage. Bien entendu, ces épaisseurs vont varier grandement.
ici, ça peut aller de quelques dizaines de microns à quelques millimètres. Là. Donc, tout dépendant du métal déposé, tout dépendant du but recherché par le dépôt. Donc, comme tantôt, là, quand je vous parlais du zinc, là, les dépôts de zinc, c'est ce qui est dans les plus épais, parce qu'ils se consomment avec le temps. À l'inverse, les dépôts de nickel, eux, sont généralement beaucoup plus minces que les dépôts de zinc. Donc, ça va dépendre du dépôt. Donc, et ça dépend aussi de la raison pour laquelle on fait un dépôt. Donc, comme par exemple, en décoration, l'or et l'argent, c'est très faible. Donc, lorsqu'on plaque de l'or et de l'argent. Donc, bien entendu, là, c'est en fonction du coût aussi. Hein? Donc, vous voyez que dans le cas du cadmium sur l'acier ou du zinc sur l'acier, c'est beaucoup plus épais. Il existe plusieurs méthodes pour mesurer précisément l'épaisseur des dépôts. Une des méthodes les plus employées, c'est une méthode magnétique, ce qu'on appelle communément l'ELCO-test. Elle fait même l'objet d'une norme, de deux normes, B499 et la B530. Donc, mais elle ne s'applique pas pour tous. Elle s'applique pour les dépôts non magnétiques sur un métal de base magnétique. Donc, par exemple, lorsque vous plaquez du chrome, du cuivre, du zinc ou du laiton sur l'acier, à ce moment-là, c'est possible d'utiliser la technique. Parce qu'elle repose sur la variation du champ magnétique sur l'acier par une couche qui sépare la source du champ magnétique et le métal de base. Donc, dépôt magnétique sur un métal de base non magnétique. Et il existe aussi le dépôt magnétique sur un métal de base magnétique. Donc, par exemple, ça fonctionne si vous déposez du nickel et du fer sur un métal non magnétique, donc du cuivre ou laiton. Puis ça va fonctionner aussi si c'est l'inverse, si c'est un métal non magnétique sur du fer. Ou sur, c'est-à-dire un dépôt magnétique sur un métal de base magnétique, nickel sur l'acier. Donc, il y a trois situations possibles. Il y a aussi la méthode chimique, qui fait l'objet d'une norme, elle aussi, ASTM B767, qui consiste à plonger la pièce plaquée. Là, c'est sûr que là, c'est une méthode destructive. Fait que l'inconvénient de la méthode, c'est que la pièce, on défait son plaquage. Fait qu'on va prendre, autrement dit, c'est qu'on va prendre un échantillon. Ça va s'appliquer dans le cas où on plaque un très grand nombre de pièces dans une même opération, et puis qu'on va sacrifier une des pièces et évaluer l'épaisseur et donc transposer le résultat sur les autres pièces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dissout le dépôt avec une solution qui va dissoudre le dépôt et non pas le métal de base. Et là, ben, tout le métal déposé va être contenu en solution, va être sous forme d'ion en solution. Donc, et là, avant de faire la dissolution, on va mesurer le poids avant plaquage. Dissolution, on mesure le poids aussi après plaquage. Donc, calcul, sachant le poids déposé, fait que la différence de poids, ben, ça va être nécessairement, c'est entre avant et après la dissolution. Ça va correspondre au poids du métal déposé. On calcule la superficie, en ayant le poids du métal déposé ainsi que la superficie, on a donc l'épaisseur moyenne. Il existe aussi la méthode microscopique. Donc, il s'agit là ici de couper la pièce pour avoir accès à une vue transversale du dépôt. Et là, on peut utiliser un microscope afin d'évaluer l'épaisseur du dépôt. Donc, avec un microscope visuel, la méthode, par contre, n'est pas très précise lorsque le dépôt est inférieur à 12,5 microns. Ça dépend toujours de la résolution de l'analyseur d'image utilisé. On peut faire aussi des tests de dureté. ASTM B578. On va utiliser donc le plus souvent le pénétrateur Knoop, qui est une variante du pénétrateur Vickers. Donc, le pénétrateur Knoop, il est fait en base pyramidale, mais rectangulaire. Tandis que le pénétrateur Vickers, c'est une base pyramidale, mais à carré.
Lors de la mesure de dureté avec ce pénétrateur, la partie étroite du diamant doit être de la largeur de la moitié du dépôt à analyser. Ça, c'est une base, ça, c'est un critère qui est à respecter pour que la méthode soit fiable. Les poids utilisés vont varier, bien sûr, un peu comme la méthode Vickers, ça va varier de 25 à 100 grammes. Et le principe de la méthode, c'est que le pénétrateur, lui, ben, le résultat de la dureté de surface va dépendre de l'épaisseur du dépôt. Donc, généralement, les dépôts sont plus mous que le métal de base. Donc, la dureté mesurée va d'autant être plus basse que si l'épaisseur du dépôt est élevée. Donc, ou à l'inverse, plus le pénétrateur parcourt du chemin dans le métal de base qui est plus dur, et donc il arrive à traverser le métal, premièrement, pour que ça fonctionne, la méthode, il faut absolument que la pointe du pénétrateur traverse complètement le métal déposé, l'épaisseur du métal déposé, pour atteindre le métal de base en dessous. Mais le résultat va varier selon l'épaisseur du dépôt. Plus l'épaisseur du dépôt est mince, plus le pénétrateur va mesurer la dureté du métal de base qui est plus dur et plus il va donner un résultat élevé. Donc, il s'agit de faire une corrélation avec des chartes sur dureté en fonction du métal déposé. Donc, on peut faire des tests de comparaison aussi. On peut utiliser des standards, donc avec et établir des corrélations plus précises et plus personnalisées avec la nature du métal déposé et la nature du métal de base. Il existe aussi une méthode au rayon X, c'est la méthode par fluorescence X que vous avez appliquée dans votre cours de spectrométrie ou d'analyse chimique cristalline. Donc, vous l'avez probablement fait en laboratoire, donc mesurer soit dépôt de nickel sur l'acier ou chrome sur l'acier. On peut même la faire aussi sur l'épaisseur de couche anodisée. Donc, par fluorescence X. Donc, il s'agit de comparer le signal du rayon X qui traverse parce que, étant donné que le métal déposé c'est un métal différent du métal de base, donc la signature spectrale reçue au détecteur par fluorescence ne sera pas la même. Et l'intensité du signal provenant des métaux déposés va être fonction de l'épaisseur ou encore du parcours, du chemin parcouru par le rayon X incident, servant à faire l'effet de fluorescence. Donc, on peut émettre des corrélations entre intensité du signal du métal, la couche déposée, par rapport à son épaisseur sur le matériel analysé. On peut aussi y aller par diffraction X, mais cette fois-ci, ça va être pour des couches extrêmement minces, en deçà de 200 nanomètres, ce qui est assez rare dans le cas du plaquage électrolytique. Donc, ça, c'est beaucoup plus rare, mais on peut. Donc, fluorescence, ce sont deux méthodes complémentaires. Fluorescence X, diffraction. Quand les épaisseurs sont suffisamment épaisses, ça fonctionne beaucoup mieux en fluorescence, tandis que quand les dépôts sont extrêmement minces, ça fonctionne mieux en diffraction. Donc, identification des dépôts. Dans certaines situations, il est possible d'identifier la nature des dépôts. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est, bon, si le plaquage est recouvert d'un vernis, on va enlever le vernis. Et là, on va faire un nettoyage de la couche plaquée pour enlever toute contamination. Et on va attaquer le dépôt de façon à dissoudre le métal plaqué avec un mélange d'acide nitrique et d'eau. Donc, certains plaquages ne sont non attaqués par l'acide, comme les plaquages en aluminium, en chrome, en platine, palladium et rhodium, mais les plaquages au zinc et au nickel et au cuivre sont très facilement attaqués par l'acide nitrique. Plaquage attaqué par l'acide, cuivre, nickel, étain, zinc, cadmium, argent et plomb. Et après ça, on peut faire une identification de la nature des dépôts. Mais c'est assez rare qu'on ait à faire ça. Ça rentre pas dans le cadre, là, ça rentre pas dans le cadre de les procédures lorsqu'on fait un plaquage. Parce que lorsqu'on fait un plaquage, bien entendu, on sait ce qu'on plaque. On peut aussi faire de la fluorescence X pour identifier la nature d'un métal déposé. On peut même y aller par diffraction X aussi.
Donc, ici, on est plus spécifique. Je vais parler un petit peu du dépôt de zinc. Le zinc est la unique raison pour laquelle on va faire des dépôts de zinc, c'est ni pour un but esthétique ou la seule raison, c'est pour la résistance à la corrosion. C'est la façon la plus économique, parce que le zinc n'est pas très cher sur le marché et il est très facilement oxydable. Et on est moins exigeant au niveau de la qualité du dépôt, parce que le zinc assure une protection contre la corrosion par anode sacrificielle. Autrement dit, il va s'oxyder à la place du fer. Donc, on a fait exposer le zinc en contact avec le fer, c'est lui qui est exposé face à l'environnement. Donc, la couche va être adhérente, bien entendu, parce que c'est pas assez adhérente, mais on va la durée de vie de la pièce plaquée va être diminuée. L'acier est protégé tant que le zinc n'est pas trop attaqué. Donc le zinc, il faut qu'il s'attaque pour protéger. Donc il remplit le même rôle, par exemple, que la tige de magnésium dans un réservoir d'eau chaude. Il protège la mince paroi d'acier en étant attaqué à la place de l'acier. Donc le zinc assure une résistance par anode sacrificielle. Donc on appelle ça une forme de protection cathodique, comme vous l'aviez appris en dégradation des matériaux. Et la vitesse de corrosion de la couche de zinc dépend, bien entendu, de la sévérité du milieu corrosif. Donc, si en l'occurrence, si c'est tout simplement de l'air ambiant, ou de l'humidité de l'eau de pluie, ou de l'eau de mer, ou l'atmosphère polluée. Donc, ici, il y a une image là, qui explique là, le principe de protection. Donc, vous voyez, là, vous avez un dépôt de zinc avec la couche, la pièce en acier en dessous. On voit bien qu'il y a un endroit pour lequel l'acier est exposé à l'environnement. Mais ça ne dérange en rien. Parce que le zinc, lui, il va protéger, il va quand même s'oxyder à la place du fer. Même si le fer est exposé à l'environnement, le zinc va faire une protection cathodique. Donc, plus généralement, il va se déposer du sel de zinc. Donc, par exemple, si la pièce que vous voyez ici est exposée à l'eau de mer, le zinc va s'oxyder en présence de chlorure, former des sels solides qui vont adhérer à la surface, comme tel qu'il est montré sur l'image. Par contre, si vous décidez d'utiliser une peinture pour aller chercher la même, pour aller dans le but aussi d'aller augmenter la résistance à la corrosion, ça va être beaucoup moins efficace. Parce que devenant le cas où il y a un endroit précis où il y a un décollement de peinture, la peinture, elle, n'est pas anodique par rapport à l'acier. La peinture est beaucoup plus résistante à l'oxydation, de sorte que c'est l'acier qui va être anode. Et là, vous allez vous retrouver avec une situation petite anode, grande cathode, à l'endroit où l'acier est exposé à l'environnement. Et là, vous allez avoir une dégradation assez importante. Production de sel de fer si on est en présence de chlorure. Et vous allez avoir un décollement de la peinture parce que la production de sel de fer va aller vers l'intérieur, faire décoller la peinture. Et là, vous allez avoir un décollement sur une très grande distance. C'est ce qui arrive notamment sur les voitures. Surtout, on est un des seuls endroits du monde, là, au Québec, où on a des variations de température assez importantes au niveau du climat durant l'année. Donc, très chaude température, très froid l'hiver. Et on met beaucoup de sel pour des raisons de sécurité sur les routes. Donc, toutes les conditions pour réaliser un décollement de peinture. C'est moins pire depuis certaines années parce que les producteurs automobiles ont développé des méthodes pour augmenter la résistance à la corrosion de leur carrosserie. On utilise aussi de plus en plus d'acier galvanisé, ce qu'on ne faisait pas avant il y a plusieurs années. Maintenant, les tôles de voiture, c'est de plus en plus galvanisé pour rajouter un mode de protection supplémentaire avec la peinture. Donc ici, c'est tout simplement une échelle qui montre, par comparaison avec le fer, le caractère anodique ou cathodique de différents autres métaux par rapport au fer. Donc magnésium, zinc, aluminium, c'est anodique par rapport au fer. Donc si on dépose ces métaux-là sur de l'acier, ça va être une méthode, ça va être une mode de protection cathodique ou anode sacrificielle si on veut. Et si on dépose du chrome, du plomb, de l'étain, du nickel ou du cuivre, ou du cadmium aussi, qui n'est pas sur la liste, qui va être intéressant à rajouter ici, parce qu'on plaque souvent de cadmium sur l'acier, ben, ce sont des métaux qui sont cathodiques par rapport au fer. Donc, quand on plaque ces métaux-là, là, comme le chrome par exemple, il faut bien s'assurer que l'adhérence soit complète. Parce qu'advenant où il y a un décollement à un certain endroit, le fer n'est plus protégé de la corrosion. Tandis que pour le zinc, c'est pas le cas.
Donc, l'épaisseur des dépôts de zinc varie généralement entre 130 et 200 microns. Donc, l'épaisseur, c'est un critère de qualité important, je l'ai mentionné tout à l'heure, car il détermine la durée de vie du revêtement de zinc et donc la période pendant laquelle l'acier est protégé de la corrosion. Donc, par exemple, généralement, c'est sûr, ça dépend des milieux de corrosion, mais un millième de pouce en moyenne, ça offre une durée de vie de 20 ans. 2,5 millième de pouce, 50 ans. Donc, dans le cas du zinc, il existe une méthode chimique pour évaluer l'épaisseur du dépôt. Il s'agit de dissoudre la pièce dans une solution d'acide chlorhydrique. Après suite, on analyse la solution. La concentration en ion zinc permet de déterminer la quantité de zinc dissous. On peut le mesurer par absorption atomique ou par titration. Donc, l'épaisseur moyenne va donc être la concentration fois le volume utilisé de la solution, qui est la concentration, mettons si on prélève 200 ml de la solution analysée, donc on utilise le volume fois la concentration, le volume total, autrement dit, de la solution dissoute. On divise par la masse volumique du zinc fois divisé par la surface plaquée. Et on obtient une évaluation de l'épaisseur par méthode chimique. Il existe aussi les méthodes magnétiques, j'en ai parlé tout à l'heure, microscopique, dureté. Bon. Et voilà, ça complète. Ah oui, fragilité du dépôt, je vais compléter en disant ça, c'est que il y a certains procédés de plaquage qui génèrent de l'hydrogène à la cathode. Donc, s'il y a présence d'hydrogène trop importante dans le dépôt, ça va entraîner une fragilité du dépôt, puis aussi une manque d'adhérence. Donc, dépendamment des opérations qu'a subi la pièce, il est important alors de considérer un traitement de recuit à 200. Donc, il est possible de faire sortir l'hydrogène d'un dépôt en faisant un recuit de défragilisation. Donc, il s'agit de faire un recuit à 200 degrés C dans le cas de l'acier. Et ça permet d'évacuer l'hydrogène du dépôt. On le fait très souvent pour les dépôts au chrome parce que le plaquage au chrome génère énormément d'hydrogène à la cathode. Étant donné la tension que ça prend pour déposer le chrome, cette tension-là dépasse la tension qui provoque l'électrolyse de l'eau ou la décomposition de l'eau. Donc ça génère de l'hydrogène à la cathode systématiquement. Donc il se fait même plus d'hydrogène à la cathode dans un plaquage au chrome que de chrome. Donc systématiquement, là, surtout dans les pièces dans l'aéronautique, on va faire un recuit de défragilisation après les opérations de déposition au chrome. Et voilà, ça complète pour la capsule, deuxième capsule de la 4e semaine. Donc en principe, l'examen, la matière à étudier s'arrête ici pour l'examen du 2 mars.